Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'un test de smartphone. Et oui, c'est plus quelque chose d'habituel aujourd'hui, je m'en rends bien compte, puisque le dernier c'est l'Honor 50. Ce rythme-là me va très bien en termes de vidéo, en termes de rythme. Donc j'espère que ça vous plaît aussi de revoir un peu de smartphone pour ceux qui étaient habitués au test de smartphone. Et aujourd'hui on s'attaque, comme vous l'aurez vu, au Vivo X80 Pro. Alors clairement je sors le test très en retard, mais clairement, étant un petit, je suis clairement pas à ça près en termes de rythme. Et bon, au moins, je sors le test. Le Vivo X80 Pro a été donc annoncé à Berlin pour la partie Europe, et ce qui fait que je l'ai depuis environ le 15 juin. Et donc, je me suis pas mal amusé avec. C'est un smartphone qui coûte 1300 €, en tout cas, à la sortie. Peut-être qu'il a baissé un peu entre-temps, mais c'est pas du style de Vivo. En tout cas, c'est un peu plus lent. Et donc, c'est clairement un ultra haut de gamme avec l'un des plus gros capteurs photo qui existe à l'heure actuelle. Le partenariat avec Zeiss, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on était parti à Berlin, pour aller voir le planétarium de Zeiss, et montrer un peu ce que c'est faire Zeiss, c'était super intéressant. Et donc, voilà, c'est un peu le meilleur de ce que c'est faire Vivo, c'est surtout une vitrine technologique pour montrer de quoi est capable la marque face à la concurrence. Elle reste encore assez peu implantée en France, elle reste assez nouvelle, surtout sur un marché aussi saturé, et surtout est-ce qu'ils vont réussir à s'implanter comme Oppo, comme Realme avec la sous-marque, et arriver à faire face, surtout face à Samsung et Apple, qui restent les deux énormes concurrents sur le marché, avec un marché aussi dense et aussi complet, avec autant de concurrents, et avec des concurrents que j'ai pas pu tester, le Find X5 Pro par exemple, le S22 Ultra, forcément l'iPhone 13 Pro Max, qu'est-ce qu'il y a d'autre après ? Il y en a d'autres, mais je les ai plus en tête. Mais vous avez quand même pas mal de choix, et ce qui fait que Vivo est une marque que j'apprécie beaucoup. Il faut savoir que chez moi, je l'utilise avec le Vivo X51 régulièrement, et aussi ma copine a adoré, du coup, suite au test, et a acheté le Vivo X60 Pro, qui reste un excellent téléphone. Ici, on augmente en gamme, et on augmente aussi en poids et en taille, ce qui fait que c'est des produits qui sont un peu différents. C'est là où ils vont un peu se compléter entre le X60 Pro et ce X80 Pro. On n'a pas droit aux versions Pro Plus ou aux versions X80 tout court, ils ont décidé de mettre juste le X80, le X80 est en vente. Vous voyez, je suis très au sujet du marché des smartphones, je suis vraiment à fond dedans. Bref, en tout cas pour dire que c'est des smartphones que j'apprécie beaucoup, et qui fait que aujourd'hui, ce Vivo X80 Pro, je suis très content de le tester, et on va voir ce que ça vaut. Sachez, et petite partie intéressante, que j'aurai peu après le le Honor Magic 4 Pro, qui devrait arriver bientôt, ce qui fait que ce sera intéressant. Je pourrais malheureusement pas le tester, je pense que je l'aurais rendu depuis face au X80 Pro. Mais en tout cas, c'est un smartphone que j'ai beaucoup apprécié, et vous allez le voir et le comprendre dans quelques instants. Au niveau du design, on a un design qui est, à mon sens, pas hyper inspiré, mais relativement bien pensé. On est sur une dalle de 6.8 pouces, donc ce qui fait que ça fait dans les grands smartphones. Bien évidemment, on est sur les ultra haut de gamme, ils sont tous énormes. L'avantage, c'est qu'on a un poids qui est un petit peu mieux maîtrisé que certains. Là où, par exemple, le S21 Ultra faisait 230 grammes, où on a tendance à avoir à peu près aux alentours de ce poids-là. Je crois que c'est même un peu plus lourd du côté d'iPhone. Le Oppo, je crois que c'est aussi 230. Bref. L'avantage ici sur celui-ci, c'est qu'il est un peu plus léger. On est quand même au-delà de 200 grammes, ce qui commence à faire beaucoup, mais on est entre guillemets qu'à 215 grammes. Mais en tout cas, c'est bien équilibré, ce qui fait que ce poids-là se ressent moins. J'ai moins cette fatigue parce que j'ai tendance à l'utiliser à une main. J'ai moins cette fatigue du petit doigt qui sert un peu de support, et ce qui fait que clairement, c'est plus agréable. Donc ça, c'est une première chose. Autre chose, au niveau de la prise en main, il y a deux choses qui sont vraiment bien. On a un smartphone qui est bien équilibré sur sa conception, ce qui fait qu'il est agréable à prendre en main. Et même d'un utilisateur d'iPhone, un de mes collègues de boulot, je suis en train de bosser là quand même. Tu me réclames, là je suis en train de bosser. D'un utilisateur d'iPhone, la prise en main est vraiment très agréable. Il a vraiment beaucoup apprécié, là où par exemple les Samsung, il apprécie vraiment pas la prise en main, qui fait effectivement plus massif, et ce qui fait que mettre une coque par-dessus, ça fait vraiment un gros smartphone. Ici, il y a deux choses qui sont bien. Déjà, au niveau du côté incurvé, c'est classique, mais c'est bien maîtrisé, la prise en main est bonne. Mais surtout, au niveau de la coque, on a une coque qui est bien pensée en sortie de boîte, et ça, je tiens à le souligner. Le truc, c'est que de base, au niveau du design, on a cette espèce de gros bloc qui a un désavantage, c'est que je trouve que c'est pas hyper design.
mais dans ce bloc, ils ont un petit peu dessiné avec, on a le x5 qui vient habiller un peu, on a le flash à l'extérieur, on a le petit rond pour mettre les 3 appareils photo, ce qui fait qu'on a un peu d'habillage. C'est quand même pas hyper joli, je suis pas hyper fan, ça fait très fat, très... je sais pas comment dire, mais c'est très standard, ça dégage rien. Pour moi, le design dégage rien. Par contre, le don lui-même, avec ce côté pailleté, est vraiment joli. Mais ce qui est bien, c'est la coque qui est mise avec. C'est déjà ce qu'ils apportaient un petit peu avec le X60 Pro, c'est qu'on a une coque plastique semi-rigide qui est assez bien pensée, puisque du coup, sur les côtés, on n'a pas de protection, elle est que vers le haut et vers le bas. Ce qui améliore du coup la prise en main, puisque on va avoir les bords du téléphone et pas des bords qui sont encore plus larges de la coque. En plus de ça, elle vient épouser l'appareil photo, ce qui fait que ça vient aplanir cet appareil photo qui ressort beaucoup, et ça aplatit beaucoup le smartphone. Alors forcément, il prend un peu en embonpoint, mais ça l'aplatit. Ce qui fait qu'il épouse parfaitement le contour, le bloc photo, et du coup, ça l'intègre un peu mieux, je trouve, dans la réalité. Et en plus de ça, globalement, ça le rend un peu plus joli. On a un effet un peu simili-cuir, ça me rappelle beaucoup le Galaxy Note 1. Au-delà de ça, on a droit à un écran de 2K, donc quelque chose d'assez basique, de ce point de vue-là, assez classique, mais qui peut passer de 10 à 120 Hz, ce qui fait que c'est un peu comme Apple. Alors on verra que dans la partie autonomie, ça ne change strictement rien, mais ce qui fait qu'on a cette technologie. Donc visuellement, c'est vrai que ça fonctionne très bien, on ne sait jamais réellement si on est en 120 ou en 60, ça se remarquera pour ceux qui le font le plus attention, mais globalement, cette gestion est excellente. On a surtout sur la particularité de cet écran, le fait d'avoir un lecteur d'empreintes qui n'est pas un rond, qui ne fait pas la taille du doigt, mais qui fait la taille, on va dire, plutôt de phalange. Donc ce qui fait qu'on peut le voir ici, ça a été très mis en avant, donc normalement vous ne le découvrez pas, et qui est très réactif. C'est clairement un point qui est très positif de ce point de vue-là, c'est qu'il est vraiment très réactif. Alors forcément, je vais le mettre en veille, et qui fait que vraiment, même sur les coins, ça fonctionne plutôt bien. Donc globalement, ce qui est bien, c'est que même sans avoir visuellement le petit carré, on va pouvoir le débloquer assez facilement. Et ça, c'est vraiment la chose positive, ce qui fait que on a moins besoin d'avoir un repère pour le débloquer. Ça, c'est vraiment la bonne chose. Et en plus de ça, il est très réactif, donc on est très loin de ce qu'on pouvait voir avec d'autres lecteurs d'empreintes, notamment chez Samsung, qui étaient très lents. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un point positif, puisque ça rend le fait de débloquer avec l'empreinte, ça le rend beaucoup plus facile d'accès. Alors, si je m'en sors bien, voilà. Mais ça le rend beaucoup plus facile d'accès, et ce qui fait que, l'utilisation au quotidien se ressent vachement. On est vachement moins à vouloir chercher à devoir regarder le smartphone pour le débloquer. Ça devient beaucoup plus mécanique, ça devient beaucoup plus quelque chose qui est automatisé, et c'est quelque chose qui est vraiment agréable. Pour revenir à l'écran lui-même, notamment la qualité de l'écran, on est sur un écran qui est vraiment excellent. Il est très bien réglé, comme la plupart des écrans à l'heure actuelle, HDR, tout ce qu'il peut y avoir lié à ça. On a une petite, et on va en parler après dans la partie logicielle un petit peu plus, mais quoique du coup on va l'utiliser ici, c'est la partie optimisation visuelle. Alors certes, ça va vous apporter des couleurs assez vives, notamment sur certaines applications, par exemple ce que j'ai moi qui est actif, parce que c'est un peu sur les applications qui ont été optimisées pour YouTube, Netflix, Prime Video, pour moi, il doit y avoir peut-être Disney+, mais je ne l'ai pas installé. Et ce qui fait que, en gros, ça va permettre d'avoir ce côté assez visuellement très joli, mais ça consomme un peu plus. Dans la réalité, ça se voit pas plus que ça. Ce qui est bien, c'est que au niveau de la partie écran, on a la possibilité aussi de gérer les couleurs de l'écran. Le mieux étant de le mettre sur professionnel, vous le mettez un peu plus chaud, un peu plus froid, à vous de voir. Mais de base, en professionnel, vous aurez quelque chose qui sera assez neutre, mais qui reste très joli à voir. On est sûr qu'un excellent écran aujourd'hui, et comme la plupart, c'est comme ça qu'il faut les mettre. Mais il est très agréable, et surtout, il est très reposant. C'est quelque chose qui est important pour moi, je suis tout le temps sur les écrans, le fait d'avoir un écran reposant est vraiment très utile pour moi. Le fait d'avoir joué entre l'X51, le Oppo Find X2 Pro, Find X2 Neo, pardon, et celui-là, fait que celui-là est clairement bien meilleur, dans tous les points de vue, et même aussi pour le repos au niveau de l'écran, sans devoir mettre le système de repos des yeux, la protection des yeux qui est appelée, et ce qui fait que c'est vraiment agréable au quotidien de l'utiliser. On va parler d'un truc que je parle assez peu souvent maintenant sur les smartphones, c'est la qualité audio. On va pas parler du jack puisque, bien évidemment, ce n'est plus fourni, donc on s'en bat les couilles. Mais on va parler surtout de la partie haut-parleurs. Les haut-parleurs sont très performants. Alors certes, je crois, je n'ai pas testé, mais face au Xiaomi, ça reste moins bien fait. On est toujours sur ce côté asymétrique,
basse médium d'un côté, médium aigu de l'autre, mais c'est vraiment puissant, c'est agréable, il n'y a pas de côté très agressif, on sent que ça a été bien maîtrisé et qu'ils n'ont pas fait dans la surenchère d'aigus pour nous agresser l'oreille et pour faire genre on entend mieux, on entend plus. Donc c'est très bien géré, on peut le mettre de façon très puissante et de façon agréable. Donc ça c'est une première chose. Au niveau du Bluetooth, on est sur le classique Vivo, c'est-à-dire que AAC, SBC, si vous avez des écouteurs True Wireless qui fonctionnent de cette façon-là, vous serez un peu limité. Peut-être pas autant que le X51, mais on sent que clairement, les écouteurs ne fonctionnent pas en 320 kbps, si on parle du SBC, ou 256 en AAC, mais en moins, ça va être aux alentours de 128-192, ce qui fait qu'on va sentir que le son est compressé, et donc c'est moins détaillé, ça fait un petit peu brouillon, c'est pas très joli à entendre, et c'est un peu dommage. Donc si vous avez des écouteurs, ou vous envisagez des écouteurs True Wireless, ou tout type d'appareil Bluetooth, envisagez surtout l'aptX, c'est avec ça que ça fonctionnera le mieux. C'est un peu triste là-dessus, mais c'est habituel chez Vivo, et c'est surtout dans l'idée, comme d'autres marques chinoises, de faire de l'économie d'énergie, et donc de moins consommer au détriment de la qualité audio, et c'est vraiment dommage. Parlons maintenant logiciel. Le logiciel de Vivo, donc la version Europe qui est très différente, et heureusement de la version chinoise, qui ressemble beaucoup plus à du Apple, du coup avec un côté un peu bizarre, Android mélangé. Ici on est sur du Android pur. C'est un excellent choix de la part de Vivo, puisque beaucoup plus clair à utiliser, et on reste sur l'essentiel. L'avantage c'est qu'on est globalement sur du Android pur avec quelques petites applications rajoutées. On a notamment l'appareil photo, on a iManager, un petit lien Vivo, il doit y avoir 2-3 applications derrière, mais globalement ça reste très léger en termes d'applications. Après on a quelques partenariats habituels, par exemple TikTok, on a je sais plus quoi qu'il y a dedans, il doit y avoir Facebook, Netflix qui est déjà implanté dedans, donc ça pour ceux qui veulent les plus purs, bon vous aurez quand même ces partenariats là, mais en soi ça reste caché, donc c'est pas très grave, hein. Ça va pas être envahissant. On a une optimisation qui est excellente, au-delà de ça, et qui fait que ça tourne extrêmement bien, et c'est très agréable au quotidien. J'ai pas ressenti de gros problèmes d'optimisation, de gros ralentissements ou quoi que ce soit, ça sort vraiment de bonne qualité. Ça a toujours été le cas chez Vivo, le petit souci que j'ai c'est plus sur le Vivo X51, sur version Android 12, mais bon c'est loin d'être le seul, où bon c'est moins bien optimisé que sur Android 11. Mais globalement, les versions Vivo là-dessus, Vivo Europe en tout cas, s'en sort vraiment bien sur la qualité de sa surcouche, et ce qui fait qu'on est sur quelque chose de léger, et au niveau des options, c'est plein de petites options, mais qui sont implantées un petit peu comme ce qu'on peut voir maintenant avec Oppo, ou par exemple avec OnePlus, avec ce côté très léger, et implanté dans les options, et ce qui fait que ça se remarque pas trop. Notamment la gestion pour la couleur d'écran, le petit système justement de HDR pour quelques applications où ça a été optimisé, la partie audio où il peut y avoir quelques petites modifications possibles, ça va être ce genre de choses. Mais globalement, ça reste discret, ce qui fait que c'est agréable à utiliser, et on va pas se sentir envahi d'applications, envahi d'une surcouche un peu trop lourde, comme ce qu'il peut y avoir chez Xiaomi, qu'aujourd'hui je ne veux plus tester, entre autres à cause de ça. Et du coup aussi Samsung dans une moindre mesure, c'est de mieux en mieux organisé, mais on sent toujours qu'il y a cette espèce de disparité entre les applications. Ça reste mieux géré, et ce qui fait que le plus gros conflit qu'on peut avoir en termes d'application, et ça c'est quelque chose qui avait été remonté par une personne, c'est le fait d'avoir l'application album des photos, là où on va pouvoir retoucher notamment le mode portrait, et Google Photos, qui est pratique notamment pour le côté cloud, qui fait que c'est un peu en conflit, puisque on n'a pas de lien direct, on n'a pas cette espèce de fusion qui pourrait être présent, mais je pense que ça peut être compliqué à faire, pour avoir justement une seule application tout en un, qui ferait tout. Mais globalement, ce qu'on pourra retenir, c'est que c'est surtout bien optimisé, ça fonctionne très bien, le suivi est vraiment bon aussi, et ce qui fait que on devrait avoir un suivi qui est excellent dans le temps. À voir face à Oppo, qui là-dessus, avec l'expérience que j'ai du Fan X2 Neo, s'en sort admirablement bien, et au bout de 2 ans a eu Android 12, avec toujours des mises à jour qui sont présentes, et surtout une excellente optimisation. Et ça, c'est très bien. On va parler maintenant de la puissance, logiquement, on va le faire très rapidement. Il a un Snap 8 Gen 1, maintenant on est sur des nouveaux noms, mais ça revient à la même chose, hein. C'est du 888 là, qui peut pas mal chauffer tout de même, hein. On sent que ça chauffe pas mal, c'est ce qui a été remonté de toute façon par plusieurs rédactions, donc je vais pas refaire cette partie-là non plus, c'est pas forcément utile. Il a forcément les meilleurs benchmarks, il a forcément la meilleure partie gaming, on va dire. Et au niveau des tests, j'ai pu en faire un, mais j'ai pas pu finir l'autre parce qu'il avait tendance à trop chauffer, et ce qui fait qu'il se coupait parce qu'il était en surchauffe. Donc, mon test benchmark GFX Bench, qui est un excellent moyen de savoir sa consommation et notamment les performances, et à quel point ça peut chuter,
Bah j'ai pas pu le faire jusqu'au bout, et j'ai tenté plusieurs fois. Tant pis, et surtout maintenant avec la chaleur qu'il y a, c'est même pas possible. Ce qui fait qu'on se retrouve avec le côté classique où ça tendance à un peu trop chauffer, et Snapdragon, c'est bien d'avoir en mascotte un dragon, mais ce serait moins bien de l'avoir, enfin ce serait mieux de le calmer ce dragon, parce que là ça commence un peu trop à se voir, et là-dessus il faudrait qu'il y ait une vraie évolution de la part de Qualcomm pour améliorer notamment l'autonomie. Et justement on va venir, c'est un point un peu plus intéressant. Il faut savoir que vous avez un chargeur 67 watts qui est inclus avec l'appareil, vous pouvez faire du 120 watts si je dis pas de bêtises, et vous avez aussi la possibilité d'avoir un chargeur sans fil, donc c'est de la flash charge, un chargeur sans fil qui est compatible flash charge et avec le chargeur inclus, c'est ce qu'on nous a donné d'ailleurs, un petit chargeur sans fil de plutôt bonne qualité qui va permettre de charger 50 watts. On a même un petit ventilo parce que forcément ça chauffe beaucoup. Le souci actuellement qu'il y a, et ce qui fait que c'est pas forcément actuellement le meilleur choix, on va dire, c'est que il a tendance à peu bugger sur la charge, ce qui fait qu'il va pas forcément charger entièrement. Il m'est arrivé des fois que je reste à 70% ou à 98%. Et en fait, il va se rallumer, s'éteindre et charger un peu continuellement. Parfois, en le mettant à l'envers, ça arrive à reprendre, mais c'est un peu bizarre. Et à voir par la suite s'ils arrivent à régler ce problème-là. Au-delà de ça, on est sur de la flash charge un peu plus classique de 67 watts, donc ce qui fait qu'on va charger extrêmement rapidement en moins d'une heure. C'est, moi, de ce que j'avais eu, 40 ou 45 minutes, ce qui fait que c'est tout à fait correct là-dessus. Maintenant, sur l'autonomie en elle-même, on est sur environ 5 à 6 heures écran allumé. Il a une batterie qui est un peu moindre que certains, puisqu'on est à 4500 mAh au lieu de 5000 sur d'autres smartphones, ce qui fait qu'on perd un petit peu en autonomie par rapport à d'autres. C'est pas non plus incroyable, le S21 Ultra m'avait pas bluffé non plus là-dessus, ce qui fait qu'on est sur quelque chose de correct, sans plus, et c'est un peu dommage. Aujourd'hui on est sur des grands smartphones et c'est dommage de ne pas avoir une meilleure autonomie. C'est ce qui peut expliquer aussi, entre autres, les 15 grammes de moins. Alors, je sais pas si ça peut représenter 15 grammes, 500 mAh, mais en termes de poids, ça peut être joué. Ils ont préféré peut-être jouer sur le poids que l'autonomie. Quoi qu'il en soit, 5 heures, on est sur quelque chose de correct. C'est à peu près ce que je fais aujourd'hui avec la plupart des smartphones que j'ai actuellement, c'est-à-dire surtout des milieux de gamme premium. Et de ce que j'ai vu, les smartphones très haut de gamme font un petit peu plus. En général, c'est plus 6 heures. Donc, ce qui fait que on n'est pas sur quelque chose de fou. Les dernières mises à jour qui sont sorties n'ont pas spécifiquement réglé le problème de l'autonomie ou l'ont amélioré. Je l'ai trouvé quand même un peu meilleur, je dirais même qu'on est plus à 5h30, mais ça se joue à une demi-heure près. Ça reste pas fou. Du coup, maintenant parlons de la partie photo. Oui, je la garde pour la fin parce que je suis chiant. Et ce qui fait que la partie photo, je vous remets les caractéristiques précises ici, mais globalement, à l'avant, nous avons, enfin l'arrière plutôt, nous avons 4 capteurs. On a le très grand angle de 50 mégapixels, le grand angle de 50 mégapixels, l'un des plus grands capteurs qui est disponible actuellement. On a 1x2 de 13, si je dis pas de bêtises, et 1x5 de 13 mégapixels aussi, si je dis pas de bêtises. Je vous remets de façon tout ici. Effectivement, je suis toujours aussi précis en ce moment sur la partie photo. Il faut savoir que, et la petite particularité quand même, aujourd'hui Vivo s'est fait connaître avec le X551 et le X60 avec sa stabilisation qui est assez reconnue aujourd'hui comme étant très stable, et ce qui fait qu'elle n'est plus sur le capteur principal, mais sa stabilisation spécifique type gimbal, et bien maintenant elle est déplacée sur le x2, notamment pour le mode portrait et avoir une meilleure stabilité et donc de meilleures photos. Donc ça c'est la petite chose, et ce qui fait qu'effectivement, pour parler rapidement stabilisation, nous avons toujours une excellente stabilité sur le capteur principal qui est largement suffisant. Pour la partie photo en elle-même, le capteur principal est vraiment excellent. On peut faire de très très belles photos, et surtout on a un choix assez complet, puisque l'application elle-même a une petite particularité déjà sur le mode principal, c'est le mode Zeiss. En effet, ils ont fait donc un petit partenariat avec Leica, et ce qui fait que Leica, ils ont fait un partenariat avec Zeiss, et donc Zeiss a apporté surtout ses lentilles. Ça va permettre, il y a ses lentilles et son traitement logiciel, donc c'est deux choses, et ils ont apporté en fait avec le mode Zeiss, en gros le mode neutre. Parce que forcément, chaque constructeur y met ses couleurs, ses préférences, Zeiss apporte son côté neutre, ce qui fait qu'on va avoir le choix de photos soit un petit peu saturées à la Vivo, soit neutres à la Zeiss. Ce qui fait que c'est très intéressant déjà de ce point de vue-là. Aussi, en termes de particularité, on va avoir donc toujours le mode portrait de façon très qualitative, mais avec des filtres spéciaux Zeiss, notamment des bokeh de différents types, qui sont
justement de la maison mère de Zeiss qui ont créé ce type de bokeh. Un peu classique, comme tous les autres, on a ce type de filtre. Mais on a aussi un petit mode pour filmer, en mode Zeiss aussi, alors j'ai plus le nom exact, qui va permettre d'avoir un effet un peu cinéma, et donc en 21/9, si je dis pas de bêtises. Mais en plus de ça, on va avoir un système en fait automatique, un peu comme ce qu'a apporté Apple récemment, où il va faire le zoom automatique selon ce qui se passe lors de ce qui se passe dehors, en fait, enfin ce que vous filmez, notamment au niveau des sujets. Au moment, enfin la vidéo qui va être présente, et que je présenterai sûrement, j'espère, en début de vidéo si je suis pas trop con, eh bien, ce qu'on verra, c'est surtout que le petit souci dans la mise en scène qu'ils avaient fait à Berlin, c'est que c'était un peu trop sombre. Donc parfois, le smartphone avait tendance un peu à pomper, et parfois à effacer l'un des sujets qu'il devait garder net, et en mettant un flou, donc un flou artificiel forcément, un flou là où il fallait pas forcément. Donc globalement, au vu de la luminosité qui était présente dans la pièce, ça reste assez bien maîtrisé. Mais on sent que c'est encore le début de ce type de système, et qu'il reste encore de la maîtrise à faire. Les photos elles-mêmes, que ce soit de jour ou de nuit, sont vraiment très réussies. Elles sont très bien détaillées, et on a quelque chose de très agréable. Comme tout capteur aujourd'hui très grand avec une belle ouverture sur les smartphones, le problème étant que la partie netteté, quand vous allez faire le focus notamment de près, est assez limitée. Quelque chose que j'avais déjà mis en avant avec le S21 Ultra et qui est toujours présent ici. Ce qui fait que si vous avez l'habitude des petits 48 mégapixels qui sont beaucoup plus petits que ces capteurs-là, où on a une zone de netteté plus large, eh bien on sent nettement la différence. Ça va se ressentir notamment sur les objets proches, où on va clairement voir que la zone de netteté est un peu trop réduite, et ce qui fait que très vite on va perdre en détail sur par exemple une fleur, sur ce genre de choses. Donc ça c'est une chose qui est quand même à noter, mais globalement dès qu'on est assez loin on arrivera à capter beaucoup de détails, c'est juste la gestion qui est différente. Le mode haute résolution permet d'avoir un peu plus de détails aussi, et aussi ce qui est intéressant c'est le mode macro. Du coup on a un meilleur capteur, ce qui fait qu'on arrive à avoir pas mal de détails, le problème étant que là, on a certains smartphones qui arrivent à s'approcher extrêmement près, mais le capteur n'est pas hyper performant. Et ben, lui étant très performant, on arrive à capter autant de détails, mais comme on peut être un peu moins près, bah du coup, on capte autant de détails. C'est un peu dommage, le mode macro aurait pu être un peu plus près, là où le X60 Pro a un meilleur mode macro avec son 13 ou 16 mégapixels de mémoire, et on peut s'approcher vraiment près pour arriver à capter l'intérieur d'une fleur par exemple, ici ce n'est pas le cas, on va rester à l'extérieur sinon il n'arrive pas à faire le focus, on est trop près. Ce qui fait que le mode macro il est pas parfait, c'est pas le meilleur, mais il reste plutôt bon grâce à un très bon capteur. L'avantage du mode x2, bah, c'est d'avoir un petit peu plus de détails que le capteur principal, et surtout d'avoir le mode gimbal, enfin la stabilisation gimbal, et d'avoir des modes portrait de façon excellente, d'excellente qualité. On a aussi un x5, le côté classique, on est toujours sur les mêmes limites, on est clairement bien meilleur qu'un X51 en termes de détails, en termes de qualité globalement d'image, ce qui fait que c'est déjà un peu plus utilisable. Ça reste un peu limité, mais c'est toujours utile. J'apprécie vraiment de pouvoir faire des photos en mode x5, donc je suis très content de ce retour du mode x5 sur ce X80 Pro. Pour revenir au mode portrait, c'est quelque chose qui a été assez mis en avant, et c'est clairement incroyable. On a une puce qui est dédiée, la puce de chez Vivo, développée notamment pour cette gestion-là, ce mode-là, et permettre d'avoir une meilleure qualité d'image, une meilleure gestion du bokeh. C'est clairement le cas. Le problème étant que quand on se met en mode f0.95 dans le mode portrait, donc c'est-à-dire la plus grande ouverture possible artificiellement, ce qui fait que le plus grand flou possible, on va clairement voir le problème, c'est qu'on a un excellent découpage de la personne, mais le problème c'est qu'on le voit. Ce qui fait qu'il vaut mieux retourner en 2.8, voire 3.5, pour avoir un meilleur équilibre et ne pas sentir en fait ce découpage de la personne par rapport au reste. En plus de ça, si vous êtes assez rapide une fois que vous avez pris les photos, vous pouvez voir en fait la photo de base et la photo retouchée par le mode portrait. Il y a un énorme travail d'optimisation de la peau, du lissage, des yeux, de faire ressortir un petit peu tout ça, de façon un petit peu à rendre forcément plus jolie la personne, et c'est très très bien fait. Le fait d'arriver à faire le côté lèvres, etc. est vraiment très très précis, il est très bien découpé, il est très bien appliqué, ce qui fait que là-dessus ils sont très bons. Pour le mode vidéo, rapidement, le mode vidéo est très bon aussi, il est bien stabilisé. On a des modes type 360 degrés, alors en fait le système c'est que si vous faites des tours sur vous-même, la vidéo va rester droite, comme si vous n'aviez pas changé, et en fait c'est un système pour garder toujours l'image comme si vous étiez comme ça. Donc si vous êtes un peu bourré, ou si vous êtes à un endroit par exemple en voiture où ça bouge beaucoup, et bien sur votre image ça ne bougera pas.
Pareil, mise en scène de la part de Vivo lors de Berlin, ce qui montre très efficacement son système. C'est pas mal du tout. On a d'ailleurs aussi ça en mode photo, si vous cherchez à avoir une photo qui soit droite, qui soit pas déformée parce que vous l'avez prise d'une certaine façon. Vous savez ce mode-là, et comme ça, vous avez toujours une photo qui est bien droite, qui est bien horizontale, où tout est bien respecté. C'est quelque chose qui peut plaire à certains qui veulent des photos qui soient visuellement irréprochables et bien faites de ce point de vue-là. Maintenant, ce que je vais faire, parce que j'ai beaucoup parlé, je vais vous laisser avec 1 à 2 minutes de photos diverses et variées venant de, du coup, Berlin, de chez nous, de nuit, de jour, pour vous laisser apprécier tout ça et vous faire votre propre avis. N'hésitez pas aussi, vous avez le Google Photos qui est dans la description et permettre de voir la qualité des photos que j'ai prises moi ou que ma copine a prises dans le château près de chez nous. Et ce qui fait que c'est toujours des très très jolies photos et clairement j'ai énormément apprécié, et ma copine aussi, à utiliser ce smartphone en photo.
Du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette salve de photos et que, surtout, vous aurez apprécié un petit peu la qualité et certaines photos qui sont bien cadrées, tout ça, avec ce smartphone. Du coup, maintenant, on peut conclure et que penser de ce smartphone? Alors, vous le comprenez, j'aime beaucoup Vivo, j'aime beaucoup leur smartphone, et je trouve que celui-ci tape assez bien. Alors, j'ai malheureusement pas pu tester tous les derniers, S22 Ultra, Oppo ou autres, parce que j'ai que cela en tête, ou le Honor, j'espère que ça arrivera bientôt. Mais ce qui fait que je trouve qu'en tout cas, il est vraiment équilibré dans ce qu'il propose. On n'a pas la meilleure autonomie, mais en contrepartie, on a un meilleur poids et une bonne prise en main. On n'a pas le meilleur design, mais je trouve que la coque est plutôt bien pensée pour avoir un design de qualité. Si je dois être honnête, vraiment, je trouve que le haut design du Find X5 Pro est vraiment magnifique en comparaison. Mais ici, il y a un côté un peu plus fonctionnel. L'avantage, et ce qui était dit par pareil, la personne qui aime beaucoup Apple, c'est que quand on le pose, au moins ça bouge pas, ça reste bien à plat. Et surtout avec la coque qui est fournie. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un petit confort en plus qui peut être agréable pour certains. L'équilibre qu'il y a, c'est au niveau de la photo, que ce soit le très grand angle, le x2, le x5 ou surtout le principal, on a d'excellentes photos, une excellente gestion de nuit ou de jour et plein de petits modes sympathiques. On a vraiment quelque chose qui est assez cohérent et surtout, en plus de ça, on a droit à un Android assez léger. Aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup, mais ici, on a quand même un espèce de respect, si je compare à Oppo ou Samsung, des codes de Google, et ce qui permet d'avoir quelque chose qui, pour beaucoup, sera beaucoup plus appréciable à l'utilisation au quotidien. Il n'y a pas de surenchère d'applications, il n'y a pas de surenchère de plein de petites choses par-ci par-là. On reste vraiment sur des choses qui sont relativement utiles pour des utilisateurs un peu avancés, comme je peux l'être encore aujourd'hui, relativement, et ce qui fait que ça reste bien maîtrisé dans l'ensemble, on a quelque chose qui est agréable. On pourra vraiment dire que le problème, le plus gros problème, c'est du coup le petit bug au niveau de la charge sans fil, mais aussi l'autonomie qui reste un peu limitée. D'un smartphone aussi gros, généralement j'en attends quand même mieux. Et ici, il n'y a pas trop de progrès avec les mises à jour, donc c'est pas forcément le smartphone lui-même, c'est lié à la batterie, mais aussi au processeur qui est quand même assez gourmand et surtout assez énergivore, assez chauffant dans l'ensemble, qui fait que ça n'aide pas beaucoup. L'avantage aussi que j'aime beaucoup, et particulièrement sur ce smartphone, c'est le lecteur d'empreintes. Le fait d'avoir une zone qui permet de gérer l'empreinte et non pas un point précis, c'est quelque chose qui est vraiment agréable au quotidien. On a quelque chose qui est bien maîtrisé et qui est très rapide. Ce qui fait que ça n'a rien à envier avec ses concurrents, avec les capteurs plus classiques, mais en plus de ça, on a moins cette idée d'aller chercher là où est le doigt et là où il faut le mettre. C'est vraiment quelque chose de très positif. Et c'est clairement agréable au quotidien. Dans les petits soucis que j'ai, mais c'est globalement valable pour tous les Oppo, tous les Vivo, tous les Xiaomi, on a le problème du codec AAC et SBC pour la partie audio. Et comme vous le savez, je suis à fond dedans, donc je fais très attention. Donc par exemple, tout ce qui est test de quelque chose qui va être dans ces codecs-là, je ne peux pas. Donc vraiment, faites attention à ça, et autant que possible, prenez des casques qui sont en aptX. C'est chiant, c'est pas censé avoir un impact, mais quand l'acteur décide de sabrer ses codecs, c'est moins agréable, et on a l'impression que c'est moins bien optimisé. Mais globalement, en tout cas, au-delà de ces petits points-là, je trouve que ce smartphone est complet, il maîtrise tout à fait son sujet, il ne fait pas dans la surenchère, il ne fait pas dans des choses qui ne servent pas forcément à grand-chose. Je pense notamment à l'effet microscope du Find X3 Pro, du coup, je sais plus s'il est sur le Find X5, qui est très sympa, mais très peu utilisé dans la réalité, et c'est ce que disaient la plupart des testeurs. Et ce qui fait que ce qui est bien, c'est qu'on a un x5, le x5 qui ne fait pas dans la surenchère non plus, mais qui est bien maîtrisé, qui est bien stabilisé, même si je préfère celui quand même du X51 en termes de stabilisation, et qui reste en fait d'avoir la partie photo la plus polyvalente, avec cette maîtrise grâce au capteur de chez Zeiss, enfin aux lentilles de chez Zeiss, et à la stabilisation qui est mise dedans, on a quelque chose de très bien maîtrisé et qui permet d'être polyvalent pour tout. Aujourd'hui, nos smartphones sont surtout faits pour prendre des photos, enfin c'est surtout de plus en plus ça qu'on leur demande spécifiquement parce que tout le reste est maîtrisé. Ici c'est le cas, tout le reste est maîtrisé, la prise en main, le poids, la charge filaire, l'écran, le logiciel, la puissance, parce qu'aujourd'hui de toute façon il n'y a que Qualcomm, donc c'est un peu compliqué de dire quelque chose de spécifique par rapport à eux, mais globalement on est sur quelque chose de très bien maîtrisé, de très bien équilibré, et qui fait que c'est très agréable à utiliser au quotidien. Si je dois vraiment avoir quelque chose à redire et qui serait bien pour les prochains modèles, c'est plus d'autonomie, mieux maîtrisé. Mais peut-être que ça doit passer par Qualcomm, peut-être un petit peu par Google et son Android aussi. C'est surtout ça.
mais en tout cas, c'est vraiment cool, et c'est vraiment agréable. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test, j'espère que ça vous donne peut-être envie de l'acheter, et si c'est le cas, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description, et n'hésitez pas aussi, Chiffy Audio FR, cliquez, ça fait plaisir pour moi. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests. En termes de smartphone, j'aurai sûrement le Honor Magic 4 Pro en test, ce qui fait que ce sera sympa parce que ça reste les marques que j'ai envie de tester aujourd'hui. Et sinon, pas du tout dans le même style, mais plus cher que ce smartphone à 1300 balles, j'ai des amplis de chez Ferrum Audio en test, de Felix Audio en test, donc du polonais. Moi, la Pologne et moi, ça on devient très grands amis. Du polonais, du casque de chez Sivga et Sandy Audio avec un casque à 1500 balles. Il y a de quoi se faire plaisir. Donc sur ce, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, et puis sinon, likez, commentez, partagez, tout ça. N'hésitez pas à partager votre expérience, et si vous avez aussi la partie Discord. Si vous êtes intéressé et que vous voulez des conseils, on a aussi une petite partie smartphone qui tourne plutôt bien, et les personnes qui ont le Vivo X80 apprécient beaucoup. Allez, ciao à tous, et bonne journée, bonne soirée, bonne nuit à ceux qui regardent cette vidéo jusque maintenant.